Bonjour à tous et je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette conférence un petit peu spéciale. Donc, pour cette carte blanche d'Uno Armand Collin. Alors, autour du livre À bâbord toutes, donc l'histoire de la gauche en BD. Ne vous inquiétez pas, vous aurez À tribord toutes l'an prochain, le 2 mars. Donc, il y en aura aussi pour la droite. Je vous présente les deux auteurs. Alors, Jean-Yves Le Naour, historien, c'est donc la personne qui a fait le scénario, professeur en classe prépa, spécialiste de la Première Guerre mondiale et de l'histoire du XXe siècle. Tu n'es plus en fait en classe prépa, c'est ça? D'accord. Donc, je réviserai mes fiches pour la prochaine fois. Et du côté illustration, nous avons Marco. Alors, c'est un pseudo, hein, il se cache, en fait, c'est Marc Armspach. Ça va? Qui se cache sous le pseudonyme de Marco, donc dessinateur de BD. Alors, les deux complices ont déjà œuvré ensemble à plusieurs reprises. Ils ont notamment publié des bandes dessinées sur la Première Guerre mondiale, Verdun, etc., ou sur Jean Moulin, voilà. Donc, cette conférence va se dérouler en fait en trois phases. La première va en fait vous présenter la manière dont un illustrateur et un scénariste travaillent justement autour de la BD politique. Donc ça, c'est quand même très important. Ensuite, nous entrerons dans le fond du sujet avec l'histoire de la gauche, parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas? Et la troisième... Ah, n'est-ce pas? Quelle histoire, oui, tout à fait. Et la troisième partie, nous réserverons le dernier quart d'heure aux questions de la salle, évidemment, si vous avez des questions à poser. Alors, donc, tout d'abord, mon cher Marco, comment se réalise en fait une BD politique entre le scénariste et l'illustrateur? Alors, bonjour tout le monde. En fait, au départ, c'était un désir de Jean-Yves de traiter de la grande histoire politique française, et du coup, à moi à m'adapter, à trouver un graphisme qui permette de brosser aussi simplement et aussi clairement le propos de Jean-Yves. Donc, j'ai choisi, comme j'ai fait pas mal de dessins de presse, j'ai choisi un graphisme qui va à l'essentiel du dessin de presse, de la caricature. Je vais à l'essentiel sans mettre de décor s'il n'y a pas besoin de décor. Le fait que l'album soit aussi en noir et blanc permet d'être aussi efficace dans le propos. Donc à la base, je reçois le scénario de Jean-Yves qui est assez précis et assez complet et qui va m'apporter toutes les clés que moi je n'ai pas, n'étant pas moi-même historien, je suis juste dessinateur. Il m'oriente quand même pas mal en me disant ce serait intéressant de faire ça en dessin. Après, moi, mon travail, ça a été parfois quelques concepts ou quelques idées un peu complexes qui nécessiteraient beaucoup de texte, des fois de les simplifier en trouvant un graphisme ou une articulation graphique qui permet de le comprendre sans rentrer dans trop de détails de texte. En gros. Donc, oui, plus fort. C'est bon, là? Si je prends celui-là? Ouais, parfait, très bien, voilà. OK. Est-ce que vous, pardon, on va dire vous devant les gens. Est-ce que... Non, c'est pas bien. Non. Est-ce que tu peux nous montrer, donc justement, alors là, tu avais commencé à dessiner des petites choses, donc Ouais. tu peux nous montrer justement comment ça se passe, voilà. Ce que je viens de faire là, en fait, l'album a été fait comme je viens de le faire ici, c'est-à-dire quasiment sans croquis. Une fois que je chope le personnage, alors, le plus gros de mon challenge dans cet album-là, ça a été je m'attaque à quasiment plus de 150 caricatures, voire 200 pour la droite. Pas parce qu'il y en a plus à droite, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai rentré beaucoup plus de personnages. Oui, il y avait plus de gens à caricaturer. Voilà. Et le plus gros de mon travail, c'est de faire en sorte que moi, j'ai mon approche graphique de ces personnages-là, et non pas que ce soit une ressaucée de ce qu'a pu faire Cabu ou Plantu ou d'autres Marque Large ou d'autres dessinateurs, et d'avoir mon travail graphique.
et de m'attaquer à des périodes où, effectivement, il est dur de sortir de Mitterrand dessiné par Jacques Faisan, par exemple. Voilà, c'est compliqué. Et puis d'amener quelques petites notes personnelles. Par exemple, si je dessine de la pluie comme ça. Ah, de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Gouverner, c'est pleuvoir. De François Hollande, par exemple. Voilà, donc je ferai François Hollande ici. Donc en fait, comme c'est quand même un gros volume, 140 pages, hein, voilà, donc il fallait être aussi efficace en traits. Et pour ça, la caricature a été m'a beaucoup aidé. D'accord. Jean-Yves, de ton côté, comment s'est passée cette collaboration? Écoutez, je connaissais très bien Marco déjà. Je connaissais son dessin. Il fait aussi de temps en temps du dessin de presse. Donc, je savais que ce serait le dessinateur qu'il nous fallait. C'est pour ça que j'ai proposé son nom quand j'ai proposé ce sujet sur la gauche, hein, à Corinne, à Duno. Eh bien, j'ai proposé aussitôt le nom de Marco parce que je voulais travailler avec lui. Je savais c'était le dessin qu'il nous fallait. 2, il est très rapide. Et vous savez qu'en bande dessinée, c'est long, hein, les délais. C'est long. Il y a des dessinateurs qui mettent une semaine pour faire une planche. Et ça, c'est la moyenne. Hein. Bon, là, comme on n'était pas dans la colorisation, puis il vous l'a dit, il ne fait pas de croquis, donc ça va beaucoup plus vite. Puis voilà, c'est quand même, vous voyez, on reconnaît tout le monde, ça va vite, et c'était dans l'esprit. Il faut aussi un dessin qui aille avec l'esprit, avec le propos. C'est-à-dire, on a un propos qui est sérieux, quand même, fait l'histoire de la gauche. Il y a aussi toutes les querelles, toute l'idéologie, toute la philosophie. C'est une énorme histoire, mais on essaye de la traiter avec légèreté. Donc, il y a du sérieux et de la légèreté, et il fallait donc un dessin qui soit capable de souligner l'humour. Et donc, voilà, Marco, c'était... On se connaît depuis quelques années, on a travaillé ensemble, mais l'origine de notre rencontre, c'est, je crois, pour une collection sur les Godillots, travailler sur 14-18. Ouais. Surtout que là, en fait, tous les scénarios que tu as pu écrire avant, mon graphisme ne collait pas, il fallait un graphisme réaliste. Là, ça tombait extrêmement bien. Ok. Donc, oui, comme tu viens de le souligner, effectivement, il y a de l'humour dans cette bande dessinée, évidemment, mais il y a également du fond. Et là, on retrace vraiment l'histoire de toutes les gauches. Voilà. Mais alors, le premier... Oui, par exemple, là, il y a Jésus. Ah, voilà. Alors, Jésus était de gauche. Voilà, donc on commence comme ça dans la bande dessinée. On commence au commencement, Dieu était de droite. Et effectivement, quand vous lisez le Premier Testament, Dieu n'est pas très très sympathique. Si on ne lui obéit pas, alors là, il vous sanctionne aussitôt. C'est la pluie de grenouilles, c'est la foudre, c'est la statue de sel. On doit être terrorisé par Dieu, par ses commandements, et sinon, il nous frappe. Et puis Jésus arrive. C'est le même, hein, mais bon. Son fils est de gauche. Dieu est de droite, mais son fils est de gauche. Et puis alors lui, c'est paix sur la terre, aimez-vous les uns les autres. Les premiers seront les derniers. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Hein, quand il rentre dans Jérusalem, il y a le riche qui vient le voir et dit comment fait-on pour te suivre? Comment fait-on? Abandonne tous tes biens et suis-moi. Oh, il n'y a pas un autre moyen? Non, il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. Donc Jésus est un révolutionnaire. Et d'ailleurs, il restera quelque chose à notre période, parce qu'après, on sait très bien que l'Église s'est associée au trône. Au début, c'est une petite secte de révolutionnaires, puis après, à partir du moment où elle est devenue, avec l'importance que l'on sait, elle s'est associée au pouvoir et elle a légitimé ce pouvoir qui est devenu de droit divin. Donc, pour légitimer le conservatisme, le droit de glaive, etc. Et à notre époque, on a aussi, à l'époque contemporaine, on voit le catholicisme de gauche, on voit le catholicisme social, même s'il est très ambigu, le catholicisme social. On voit la théologie de la libération, hein, les prêtres ouvriers, en Amérique latine, les prêtres qui s'engagent dans les guérillas, etc. Donc l'Église, en tout cas le Christ a joué un rôle important aussi dans la gauche et surtout dans les débuts de la gauche au début du 19e siècle, dans le socialisme utopique. Les références au christianisme sont omniprésentes.
On parle d'ailleurs de socialisme chrétien. Cabet, par exemple, son voyage en Icarie. Même Babeuf parle du Christ. Rousseau reprend les paroles du Christ. N'oubliez pas que la terre n'est à personne et que l'arbre n'est à personne et que les fruits sont à tous. Sinon vous êtes perdus. Bon, il reprend les paroles du Christ. Bon, c'est incroyable de voir à quel point les préceptes du Christ ont pesé dans les origines de la gauche. Et puis, à partir de 1848, il y a Marx qui arrive avec son interprétation de l'économie, du capitalisme. Hop, il n'y a plus aucun rapport, cette fois-ci, avec la morale, avec Dieu, hein, avec Jésus. Là, c'est fini. C'est une autre conception idéologique qui s'impose et Jésus est congédié. Merci pour tout. On le montre dans la bande dessinée. Voilà, va-t'en opium du peuple. Et Jésus est un peu triste. Mais bon, je me souviens d'une photo de mai 68 où sur les murs, on voyait Marx, Guevara, etc. Et il y avait au fond « Vive Jésus ». Donc, vous voyez, en mai 68, Jésus faisait encore de la résistance. Mm-hmm. Mais alors, cette gauche, elle est née sous la Révolution, j'imagine. Enfin, comment ça s'est passé exactement voilà, la dénomination gauche et droite. Alors là, on a un dessin, justement, qui illustre magnifiquement. Ici, il y a beaucoup de professeurs d'histoire, donc je ne vais pas leur apprendre grand-chose, mais pour ceux peut-être qui l'ignorent, la gauche et la droite sont nés le 11 septembre 1789. On peut le dater précisément, mais c'est une naissance spatiale, une naissance géographique. On débat à l'Assemblée, on débat de la question du veto royal. Qui est pour le veto, qui est contre ? Et alors là, il y a presque autant de doigts. On votait avec la main levée, mais c'est difficile de compter les mains levées. Bon, ce qui fait que le président de l'Assemblée dit, bon allez, à gauche, ceux qui sont contre le veto royal, à droite, ceux qui sont pour. Et cette division spatiale est restée dorénavant à la gauche, vous voyez, ceux qui veulent limiter le pouvoir royal et qui veulent le plus de pouvoir pour le Parlement, donc plus de pouvoir pour le peuple, représenté par les parlementaires, et ceux qui veulent limiter le Parlement, conserver le plus de pouvoir au roi. Donc on voit déjà cette division politique à travers la division spatiale. Même s'il faudra du temps pour qu'elle s'impose, puisque vous savez que les montagnards siégeaient en haut, le Marais, les Girondins en bas. Bon, donc vous voyez, ça ne s'est pas imposé du jour au lendemain, mais gauche et droite, c'est le 11 septembre 1789, et ça va faire la conquête du monde. Parce que dans tous les parlements du monde, comme ça, il y a la gauche et la droite. Voilà. Et ça vient de là, du veto du roi. La France a encore frappé. Alors, Marco, lorsqu'on fait une BD politique, est-ce qu'on passe essentiellement par la caricature ? Comment s'empare-t-on d'un personnage politique ? Et est-ce que tu n'es pas un petit peu influencé par tes idées ? C'est-à-dire pour faire un tel plus attrayant que l'autre ? J'attendais avec grande impatience de travailler sur la droite. Effectivement, pour voir comment je pouvais aussi traiter de manière objective ces deux angles de vue. Alors moi, la difficulté que j'ai, je dois placer un visuel sur un mot, et forcément un visuel est connoté. Et cette connotation, forcément, je dois essayer d'avoir la même approche que peut avoir Jean-Yves, une approche objective. J'essaie d'avoir une approche objective graphique aussi. Maintenant, c'est pas à moi à dire si j'ai un axe particulier. Je pense que peut-être que les gens, forcément, quand on fait la caricature, quand on utilise du visuel, chacun le prend un petit peu comme il le ressent. En tout cas, le dessin de presse a ça de magique, ce qui permet de décaler le propos aussi et de pouvoir jouer avec les traits des personnages, donc de pouvoir d'être un peu plus libre. Mm-hmm. Jean-Yves, même question. Quand tu écris un scénario, donnes-tu le beau rôle au personnage que tu préfères ? J'aimerais bien, mais je suis quand même historien, donc je me force. Bien sûr qu'il est difficile de séparer le citoyen de l'historien, mais il faut pouvoir sortir de son corps privé, en quelque sorte. C'est pas facile. L'impartialité, en réalité, on ne l'atteint pas, puisque on est toujours de son temps, on écrit toujours à un moment donné, on a des idées qui sont les nôtres. Bon, mais il faut essayer de. Moi, si vous dites, quand j'étais étudiant, j'ai eu des professeurs qui nous balançaient leurs idées, mais vraiment, et c'était absolument intolérable. J'ai eu des professeurs franquistes en histoire de l'Espagne, etc. Mais c'était absolument ignoble, tout ce qu'on nous balançait. Je me suis dit, quand je serai enseignant, jamais je serai comme ça. Alors, je ne suis pas impartial, je ne peux pas l'être,
mais j'essaie de présenter les choses avec le plus d'esprit critique. Ce qui fait que quand vous lirez, si vous lisez cette BD, en tout cas tous ceux qui l'ont lu, ben, on distribue, c'est pas qu'on distribue les bons points et les mauvais points, mais on a un regard qui est, sans être méchant, qui est toujours critique, c'est-à-dire qui est moqueur. Allez, on confie quand même qu'on n'a pas été méchant sur Jaurès, mais parce que Jaurès, c'est la victime. C'est celui qui meurt pour ses idées, c'est difficile quand même de se moquer de lui. Aux yeux, enfin, je veux dire à nos yeux, effectivement, contemporains. C'est-à-dire qu'à l'époque, Jaurès, oui. Jaurès, qui était pacifiste, était quand même honni. Et, par la droite, c'était l'antipatriote. Voilà, donc il y a tous ceux qui disaient, comme Charles Maurras, Léon Daudet, de l'Action française, disent je ne veux pas que Jaurès soit assassiné, mais qu'il soit pris de tremblement. Tout un tas de choses comme ça. Air Jaurès, disait Maurice de Valève dans Paris Midi, pour montrer que c'était un pro-allemand. Dans les caricatures, on le présentait avec un casque à pointe. Tout ça parce qu'il ne voulait pas la guerre. Donc effectivement, à l'époque, certains se réjouissent de la mort de Jaurès. Évidemment, avec le recul, personne, on ne se réjouit pas effectivement de la mort de celui qui a voulu éviter la grande catastrophe de 14-18. Donc c'est difficile de faire de l'humour et de se moquer de quelqu'un comme ça. Mais on essaye quand même de le restituer quand même dans son ambiguïté ou sa totalité. On montre que Jaurès est une synthèse. Donc il y a une soupe socialiste à un moment donné. Et alors il y a une pincée de christianisme, un bouquet garni de Révolution française, une petite louche de marxisme, une cuillère de marxisme. Hein. Parce que Jaurès, c'était surtout la référence à la Révolution française. Il ne chantait pas l'Internationale à la fin des banquets, mais il chantait la Carmagnole. C'est vraiment la référence à la Révolution française. D'ailleurs, il avait écrit des livres sur la Révolution française, une histoire socialiste de la Révolution française. Alors, si on revenait un petit peu sur le trombinoscope, là, bon, il y a des gens de droite et de gauche dedans, parce qu'il y a tous les personnages. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à la photo de Jean-Marie Perrier, là, Salut les copains. Donc, c'est ça qui t'a inspiré, n'est-ce pas? J'imagine. Ils sont tous des grands copains ensemble, j'imagine. C'est une grande famille. Alors, on voit... il n'y a pas énormément de femmes quand même. Alors, bon, bien sûr, les femmes, jusqu'à à la Révolution française, il y avait quelques grands noms, hein, Madame Roland, Olympe de Gouges, etc. Bon, après, elles disparaissent un petit peu du paysage politique, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est vrai qu'on reconnaît qu'il n'y a pas énormément de femmes dans notre distribution, mais veuillez nous excuser, c'est qu'elles ont été exclues du politique. Et quand les femmes faisaient irruption dans le politique, c'est-à-dire avec la Révolution française, avec la Commune, hein, eh bien, elles sont brocardées. Ce sont des femmes dénaturées, ce sont des tricoteuses, celles qui crient à mort, ce sont les pétroleuses, ce sont des femmes détraquées sur le plan sexuel, ou voilà, ce sont des femmes dénaturées. Les femmes doivent rester au foyer. Hein, elles ne doivent pas faire de politique. Et même après 1944, même après le suffrage féminin, il y a combien de femmes dans l'Assemblée constituante en 1945? Il y en a 5%. 5%, 95% d'hommes. En 1993, à l'Assemblée nationale, combien il y a de femmes? 5%. Toujours 95% d'hommes. C'est incroyable. Que s'est-il passé entre 45 et 93? Rien, on dirait. Alors bien sûr, il y a quelques femmes qui émergent, mais pas. C'est difficile. Dans un monde d'hommes, c'est très difficile. Des fois, ce sont des héritières de dynasties politiques. C'est vraiment difficile. Et là, la parité, on peut dire, a véritablement cassé le plafond de verre, le blocage des partis. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le droit de vote et d'être éligible. Et il faut aussi que les partis ne bloquent pas. Or, les partis ne reconduisaient que des hommes. Le pouvoir était viril, masculin. Tout à fait. Bon. Oui, alors là, je vois que tu utilises de la couleur, Marco, mais dans une bande dessinée en noir et blanc. Bon, les communistes, le drapeau rouge, le foulard rouge, etc., ça a dû être quand même assez compliqué à rendre. Alors, on aurait pu faire un choix, effectivement, de choisir qu'une seule couleur et prendre le rouge, et que ce soit une BD noir et blanc et rouge, comme l'a pu faire Tardy dans certains albums, par exemple. Non, en fait, moi, là, j'ai pris le parti d'utiliser un gris un peu plus foncé qui montre que c'est rouge, mais surtout j'ai plutôt joué sur le symbole en fait. Quand on brandit le drapeau rouge, c'est le drapeau rouge, le petit livre rouge, le foulard rouge. Voilà, je joue plutôt sur le symbole plutôt que sur la couleur elle-même. On comprend implicitement que le drapeau c'est un tricolore, on voit que c'est un bleu, blanc, rouge. Voilà, on se pose pas la question de savoir où est-ce si c'est vraiment du rouge ou pas quoi. Voilà. Donc pour moi, ça ne m'a pas posé de problème.
à ce niveau-là. Là, on voit justement, tiens, on revient un petit peu là-dessus, on voit, bon, Marx, il n'était pas français. Il y a beaucoup quand même de personnages qui ont influencé la gauche et voilà, et qui sont bien sûr étrangers. Alors c'est d'abord une histoire française parce que chaque pays a sa propre histoire et donc ses propres convulsions. Et donc l'histoire de la gauche et de la droite est différente, je ne dirais pas en Angleterre parce que c'est encore en fait dans chaque pays, mais effectivement, il y a des personnalités qui ne sont pas françaises et qui sont obligatoires, évidemment, dans un livre sur la gauche. Marx en premier lieu, parce qu'effectivement, avec son manifeste du Parti communiste, et puis son rôle dans l'international, comment il a lutté contre les socialistes français, les socialistes démocratiques anti-autoritaires, hein, les anarchistes, les libertaires, comme Proudhon, puis ensuite contre Bakounine. Alors là, on est contre un russe, mais c'était toujours la même lutte entre deux conceptions de socialisme, avec les mêmes buts, mais pas les mêmes moyens. C'est ça qui est important, c'est les moyens. Comment fait-on pour arriver au but? Les socialistes utopiques du début du 19e siècle ils décrivaient le but, mais ils ne donnaient pas les moyens. On ne savait pas comment faire pour y arriver. Marx, lui, il donne les moyens, c'est ça, et les Bakounine et Proudhon donnent d'autres moyens. Et donc, c'est l'affrontement jusqu'à la victoire définitive de Marx. Et puis, une autre personne qui va jouer un rôle essentiel au XXe siècle, c'est Lénine, parce que la révolution bolchevique va entraîner l'apparition du Parti communiste en 1920 et la division du mouvement socialiste pour longtemps, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et cette division, elle empêche la gauche de gagner, même quand elle est majoritaire sous la 4e République, majoritaire en voix, majoritaire en sièges, mais impossible de gouverner. Oui, alors, une petite question à Marco. Donc, il y a quand même des personnages qui apparaissent un petit peu comme hors sujet, mais finalement qui ne le sont pas tant que ça. Alors, je pense à celui qui a institué le 1er mai Chaumet, qui s'appelle Philippe Pétain, c'est ça ? Donc, il n'est pas vraiment de gauche, je pense, mais enfin, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il faudra réviser nos livres d'histoire. Donc c'est ça, en fait, il y a des personnages qui apparaissent un peu anachroniques, alors que finalement, ils ne le sont pas. Non, ils ne le sont pas, parce que Pétain n'avait pas envie que le 1er mai soit fêté, et qu'il y ait des débrayages sur le régime de Vichy, et qu'il y ait une fête des travailleurs, parce que le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, de la lutte des travailleurs. C'est pas la fête du travail. Et donc, il a transformé la fête des travailleurs en fête du travail. Il l'a rendue officielle, pour comme ça, on n'aura pas de grève, on n'aura pas de débrayage. Hein, c'est quelque chose qui devient officiel. Quand vous voulez éviter quelque chose, voilà, vous arrangez là-dessus. Et puis, vous la transformez. Vous faites du travail. Comme ça rentre parfaitement dans le régime. Travail, famille, patrie. Voilà. Et tout va bien. Sauf que c'était en réalité la fête des travailleurs et la lutte des travailleurs. Historiquement, pour les 8 heures. Après, les albums vont se répondre. Hein. La droite, ici, Pétain n'a droit qu'à qu'une vignette. Mais sur la droite, il a droit à quelques pages quand même. Voilà. Oui, bien sûr. On le vire de la BD même à un moment donné. Il dit je fais à cette BD le don de ma personne. Et puis il y a une voix qui vient de l'extérieur qui dit Pétain, va-t'en, t'as rien à faire ici. Voilà. Mais d'ailleurs, on parlait justement de la complicité entre vous deux. Et moi, quand j'ai préparé cette bande dessinée, c'était évident, quoi. Je veux dire, il te fait intervenir dedans parce qu'il veut pas dessiner les chevaux. Il aime pas ça. Il déteste dessiner les chevaux, voilà. Et les vélos. Et les vélos. Et donc, de fait... Moi, je mets des vélos partout depuis et des chevaux partout. Non, puis en plus, je me suis permis de nous intégrer dans l'album pour parfois m'éviter à dessiner des scènes, la bataille de Sedan, par exemple. Voilà, donc je nous mets, nous, en scène dans l'atelier où tu es tout excité en me disant « Ouais, il faudrait faire une attaque de cavalerie, puis je sais pas quoi, nanana, les drapeaux, nanana. » Et moi, sur la table à dessin, qui me dit « Mais non, je peux pas faire tout ça dans le petit espace qui est juste là. » Au final... On traite le sujet, mais je n'ai pas le dessiné. Voilà. Oui, puis il y a même l'éditeur aussi qui apparaît par rapport au syndicat, c'est ça ? Parce qu'il ne faut pas que je lui fasse faire d'heures supplémentaires. Ouais, mais ça, c'est dans le volume de la droite. Dans le volume 2, où je dois dessiner, je ne sais pas, plus de 1000 députés. Oui, c'est ça. Et puis, je dis non, je ne suis pas payé pour ça. Je n'ai pas un contrat assez grand pour ça. Bah, oui. Et moi, je dis, je savais qu'on n'aurait pas dû embaucher un dessinateur syndiqué. Alors, il y a la gauche, il y a la naissance des intellectuels. Alors, au départ, les intellectuels, c'était péjoratif, évidemment. Avec l'affaire Dreyfus, ils étaient tous de gauche, ces intellectuels ? Les intellectuels
ne sont pas tous de gauche, puisqu'il y a des intellectuels de droite, mais le mot intellectuel, quand il est formé, quand l'invention de la catégorie sociale intellectuelle a lieu, c'est sous l'affaire Dreyfus, et effectivement, c'est pour brogarder ce parti de l'intelligence qui prend fait et cause pour le capitaine Alfred Dreyfus, pour brogarder les Dreyfusards. Au premier titre, évidemment, Zola, l'immonde Zola, selon l'Action française. Et pourtant, regardez, l'Action française, elle naît justement de l'affaire Dreyfus, en réaction, justement, et qui est le chef de l'Action française? C'est Charles Maurras. On pourrait qualifier quand même d'intellectuel, mais jamais il va se qualifier comme cela. Donc le mot intellectuel va, quelqu'un qui a acquis une notoriété dans son domaine, littéraire, scientifique et autres, et qui la place au service d'une cause dans un engagement politique. C'est ça un peu la définition de l'intellectuel sur la définition sociale et politique, et c'est une définition bien souvent qui est réservée à la gauche, et qui fait que la droite a adopté bien souvent des positions d'anti-intellectualisme, dont on voit encore les traces encore aujourd'hui. Bien sûr, sous le nazisme, il y avait, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver, vous connaissez cela, mais on en voit encore les traces sous Sarkozy, par exemple. Il brocardait les beaux esprits qui se réunissent au Café de Flore. Donc, il retarde un petit peu, à mon avis, mais il y avait toujours cette idée des droits de l'homiste qui se réunissent au Café de Flore, dans le 6e arrondissement, etc. Donc, quand on voit ces discours, on voit qu'il reste quelque chose de l'anti-intellectualisme. Alors qu'en réalité, il y a aussi des penseurs à droite, hein, bien sûr. Mais on les définit peut-être pas, ils ne se revendiquent pas de ce mot. De toute façon, on est quand même loin du manichéisme. Hein. C'est pas les gens de gauche sont tous gentils, tout ça. Alors justement, j'avais l'exemple avec Proudhon. Proudhon qui a un dialogue avec Karl Marx. Donc, c'est moi qui ai inventé la gauche? Non, c'est moi. Donc, on voit quand même que Proudhon était légèrement antiféministe, légèrement raciste, antisémite, etc. Donc, on voit effectivement, c'est pas une bande dessinée, qui glorifie tel ou tel parti. C'est vraiment quelque chose de distancié par rapport à ces personnages-là. Et Marco, quand on passe justement d'un régime à l'autre, ça doit être quand même compliqué en quelques vignettes. C'est-à-dire qu'on doit vraiment résumer. Je passe mon temps à essayer de condenser sur un dessin. Mon travail, il est visuel. Moi, je passe mon temps à observer. Je passe mon temps à essayer de synthétiser. Donc, une fois quand les idées sont claires, parce qu'en fait, les idées étaient assez claires, pour moi, c'est assez simple de les illustrer. D'accord. Et on va justement reparler aussi des syndicats. Donc, on parlait tout à l'heure de l'Europe. Alors, les syndicats sont nés en France, mais enfin, il y a eu beaucoup d'accointances avec les pays étrangers. Je pense à la première, deuxième internationale, oui, etc. La première internationale, 1864, la seconde internationale, etc. Et la troisième, et bien sûr. Donc, oui, il y a des structurations nationales, et puis ensuite, il y a des luttes au niveau international. Ce qu'il y a de particulier en France, quand même, vis-à-vis du syndicalisme, et par rapport au mouvement politique, par rapport au socialisme notamment, par rapport à la gauche, c'est que les syndicats se sont structurés de façon indépendante. Ils défendent, finalement, dans la lignée de Proudhon, ils défendent l'idée d'une révolution par le bas, d'associations de producteurs, d'associations de consommateurs, de crédits mutualistes, etc. Et donc, la conquête de l'État, il n'est pas nécessaire de faire la conquête de l'État, comme le dit Marx, qui lui veut faire la conquête de l'État parce que l'État est, c'est la classe dominante, c'est le soutien de la classe dominante, l'État. Donc, il faut faire la conquête de l'État, établir une dictature du prolétariat, et ensuite, une fois qu'on a vaincu les ennemis, l'État peut disparaître. Il n'y a plus besoin l'État n'a plus aucun rôle à jouer. Mais ça, c'est la révolution par le haut, faire la conquête de l'État. Donc, d'où l'idée de la création d'un parti, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, pour faire la révolution et former un parti de la classe ouvrière consciente d'elle-même. Ça, c'est la vision de Marx par le haut, mais les syndicats, et le proudhonisme, c'est la vision par le bas, avec une autre arme qui est celle de la grève générale. Alors ça, c'est le fameux grève du Grand Soir, qui paralyserait totalement l'économie capitaliste et qui ferait tomber, en quelque sorte, le pouvoir dans les mains des ouvriers. Il n'y a pas besoin de faire la conquête de l'État, ils ont qu'à s'organiser, prendre le contrôle de l'usine, l'usine aux ouvriers, la terre aux paysans. Voilà, la révolution par le bas.
Et la différence avec les autres syndicalismes, c'est que en Angleterre, c'est les syndicats qui ont fondé le parti. En Allemagne, c'est le parti qui a fondé les syndicats. Mais partout, il y a une liaison en Europe, il y a une liaison syndicat-parti. Le parti qui représente les travailleurs, le parti social-démocrate, etc., ou travaillistes, etc. Et puis, et syndicats. Bon, mais en France, non. Il y a une véritable coupure entre le parti et le syndicalisme. D'ailleurs, les syndicats, avec la charte d'Amiens en 1904, on dit il est hors de question que nous nous soumettions à un parti où nous affilions, où nous soyons, liés à un parti. Donc vraiment, il y a en France, c'est une caractéristique, c'est cette indépendance. Ce qui fait que ça fragmente aussi le mouvement ouvrier, le mouvement social. D'entrée en France, il y a aussi cette absence d'unité qui va renforcer les divisions. Mais qui est liée en fait à notre histoire, parce que vous avez vu le socialisme utopique qui a été terrassé par Marx. Voilà, les idées libertaires et les idées du socialisme utopique et du socialisme démocratique, ils survivent dans le syndicalisme notamment. Et alors, donc là, vous consacrez tous les deux donc quelques vignettes, quelques pages donc à la Commune de Paris. Alors qui a été très très sanglante cette guerre franco-française. Le premier mort des socialistes, donc, est-ce qu'il est bien survenu après la Commune et quand on dit commune, communiste, est-ce que c'est né de là, les communistes ? Eh bien, c'est vrai qu'on a déjà rencontré des élèves qui disaient la Commune de Paris, la Commune, en fait, c'est la ville de Paris. Bon, c'est pas tout à fait ça. On sait que le mot socialisme, il vient des années 1820, en réaction au capitalisme, à libéralisme. Le mot communisme, déjà, son origine, c'est beaucoup plus dur. Ça vient effectivement des communes, des libertés communales. Et déjà, sous la Révolution française, bien sûr, la commune insurrectionnelle de Paris qui se met en place en 1792. Donc, c'est pas 1871, mais c'est plus la Révolution française, 1792. Et encore, on trouve, ce sont ceux qui veulent mettre en commun les richesses. Et en 1848, par exemple, les paysans qui étaient hostiles aux révolutionnaires, disaient ce sont des communeux, les partageux. Les communeux ou les partageux. Babeuf, avec sa conspiration des égaux, lui aussi emploie le mot commun, etc. Donc ça date d'avant la Commune. Alors on s'aperçoit que depuis la naissance de la gauche, quand même, les clivages existent. On avait déjà vu ça sous la Révolution, effectivement. Ensuite, on parle des syndicats entre la SFIO, SFIC, etc. Donc il y a tous ces clivages. Est-ce que justement la gauche d'aujourd'hui, la gauche au XXe siècle, parce que là on s'aperçoit quand même que les clivages sont encore plus renforcés et pour des raisons bien précises? Eh bien justement, c'est toujours très difficile pour l'historien de parler du présent et surtout parler de l'avenir. On ne va pas parler de l'avenir, bien incapable. Mais justement, la gauche n'a jamais été si divisée, je ne suis pas certain finalement. Elle n'a jamais été si éclatée, oui. Mais si divisée, non, par le passé, elle a été beaucoup plus, figurez-vous. Aujourd'hui, on a l'impression que les divisions sont extrêmes, mais en réalité, depuis 83, vous savez, vous avez le PS qui a fait son tournant libéral, qui s'est orienté vers le centre, en quelque sorte. Et puis, de l'autre côté, vous avez une autre convergence centriste du RPR, qui est devenu un UDF bis. D'ailleurs, ils ont fini par s'unir, ce qui a dégagé un espace à la droite de la droite, à l'extrême droite, pour le Front National. Et puis, à gauche, en revanche, le PC s'est écroulé. Il n'en a pas profité de ce virage centriste du PS. Il s'est écroulé parce qu'il était discrédité par son soutien à l'URSS, etc. Et alors, on a vu apparaître le mouvement des Insoumis, mais c'est un mouvement, comme le dit Mélenchon, qui est gazeux. C'est pas quelque chose d'organisé. Je reprends ces termes, gazeux. Et c'est un mouvement qui est étroitement associé à sa personne. C'est difficile d'être contre Mélenchon quand vous êtes dans les Insoumis. Donc il y a quelque chose, oui, et puis on sait d'où vient Mélenchon aussi. Alors après, on peut évoluer, bien sûr. Il ne faut pas lui faire un procès en origine. Bien sûr qu'il vient du PS, qu'il est hétérocardien, qu'il a voté pour Maastricht, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas sincère dans ses orientations.
Mais grosso modo, les divisions sont pas, comment dire, elles ont été beaucoup plus violentes par le passé, quand les communistes traitaient les socialistes de socio-traîtres, de socio-fascistes. Quand en 1934, au lendemain du 6 février 34, vous aviez des articles dans l'Humanité pour dire la République, on s'en moque, on n'a pas à la défendre, la République c'est comme le fascisme, etc., etc. Évidemment, ces idées n'ont plus cours. Donc on a l'impression que le combat politique est violent aujourd'hui. En réalité, il s'est beaucoup plus apaisé. Oui, mais disons qu'aujourd'hui, ce qu'on constate quand même par rapport au grand tribun, tu parlais tout à l'heure de Mélenchon, c'est juste des individualismes plus que quand même des courants de pensée qu'on... Alors il y a quand même des courants de pensée. C'est vrai que Mélenchon représente une gauche de la gauche, les écologistes représentent quelque chose, Hidalgo, une sorte de... Je dirais pas le mot social-démocratie, parce que c'est même plus de la social-démocratie. La social-démocratie restait, dans l'esprit de Léon Blum, révolutionnaire dans ses objectifs. Comme disait Jaurès, aller à l'idéal et comprendre le réel. Bon, aujourd'hui, il s'agit de gérer, donc c'est pas très révolutionnaire. Donc il y a quand même des orientations politiques, mais il y a aussi une fragmentation aujourd'hui, qui est une fragmentation et une faiblesse surtout, parce que la fragmentation, elle a toujours existé, la division, elle a toujours existé, en dehors de brèves périodes d'unité qui finissent toujours par achoper dès qu'on est au pouvoir, ça finit par exploser, parce qu'on s'unit pour avoir le pouvoir, parce que c'est tel est le système électoral, il faut avoir plus de 50%, et puis quand on est au pouvoir, eh bien, ça finit par éclater, ça finit par une déception. Mais ce qui change aujourd'hui, il y a cette fragmentation, mais c'est surtout la faiblesse. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est que quand vous faites le total des voix de gauche, on est à 25 ou 30%. Les électeurs de gauche sont réfugiés dans l'abstention. Une partie peut-être a glissé ailleurs, mais il y a aussi une autre partie qui ne va plus voter, qui ne croit plus en la vie politique. Ça, c'est cette faiblesse de la gauche, c'est un fait, mais vraiment, ça n'a jamais été à ce niveau-là, 25%. Donc on attend vivement le volume sur la droite pour avoir des lecteurs, hein, des acheteurs. 75%, vous vous rendez compte? Alors, tout à l'heure, je posais la question à Marco et à Jean-Yves. Est-ce qu'on est influencé par ses sympathies ou ses antipathies par rapport aux personnages politiques? Bon, alors Le Pen, moi, je trouve qu'il n'est pas très sexy. Enfin, c'est-à-dire, il ne fait pas envie, quoi. Hein. Donc là, la façon dont tu le représentes. Donc, il y a quand même... c'est-à-dire que le caractère des personnages, la personnalité... apparaît vraiment dans ton trait, quoi. Là, j'ai eu du mal à sortir de Cabu, je l'avoue. D'accord. Mais et alors, justement, moi, pardon. Tu voulais non, après, c'est parce que j'ai eu à travailler donc aussi sur la partie du FN et du RN sur la droite. Et l'une des difficultés, par exemple, a été de caricaturer Marion Maréchal Le Pen, par exemple. Ah oui, voilà. C'est vrai, oui. Donc du coup. Je suis plus dans un travail sur la symbolique, ou en tout cas plutôt que sur l'exagération très physique qu'on pourrait retrouver classiquement sur une caricature, quoi. Voilà. Parce que là, on voit par exemple, moi ça m'a frappé quand j'ai vu Lionel Jospin, en fait, il a des yeux, on dirait, je ne sais pas ce qu'il a fumé avant, mais on dirait en fait... Quand on se retrouve en 2002 et qu'il n'est pas au second tour, on a l'impression que il avait cette sorte d'étonnement, quoi. Oui. C'est ça que tu as voulu faire ressortir. Je sais pas. En fait, après, c'est spontanément ce que me faisaient aussi ressentir les personnages. Moi, j'étais content de redessiner Robert Hue, parce que ça faisait quelques années quand même. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Voilà, donc c'est. Puis Mitterrand qu'on reconnaît tout à fait. Voilà. Enfin. C'est vrai qu'on les reconnaît bien. Et alors, bien sûr, ce pauvre Hollande. Alors, j'ai pas vu une seule vignette de lui sans pluie. Hein. Sans pluie Non. et avec la petite cravate toujours de travers. Ah, toujours de travers, évidemment. Vous remarquerez qu'il a toujours cette petite cravate de travers, tout le temps. Mais je crois qu'il a beaucoup d'humour. À mon avis, il a dû prendre ça Sûrement. Ouais. assez bien. Hein. C'est comme Mélenchon qui est... oui, c'est vrai. Mélenchon alors, oui. que je dessine en hologramme. Voilà. Ah oui, en hologramme, Mélenchon. Oui. C'est vrai que Richard Ferrand, qui est passé sur le stand hier, effectivement, nous a fait l'honneur de nous acheter la bande dessinée. Donc, bien sûr, l'histoire de la gauche, ça l'intéressait. Et quand je lui ai annoncé qu'il y aurait le tome 2 à tribord tout, il m'a dit « ça va faire un ouvrage beaucoup plus mince ». Bon, alors c'est faux, hein, c'est le même nombre de pages, mais bon, apparemment... Visiblement, il se pense toujours de gauche. Hein. Oui, c'est ça la nouvelle. Richard Ferrand croit qu'il est de gauche. Je crois. C'est pas mal, on apprend un truc aussi.
Ouais. Il n'est pas dedans. Ah, Richard Ferrand, non? Il n'est pas dedans, il va être très déçu par cette BD. Non, je ne crois pas. Mais vous verrez, dans celle de droite, il y a notamment quelqu'un qui vient... Il s'est déclaré, Zemmour, ou pas? Parce qu'il y est dedans, et alors il ressemble quand même beaucoup à Gollum, non? C'est lui-même qui se tient dans des positions... Oui, comme ça, un petit peu. Comme ça. Donc moi, je n'ai fait que là que représenter comment il était. Oui, tout à fait. Alors à la fin, on a... Alors bien sûr, on parlait des intellectuels, il y a bien sûr Zola et tout ça, enfin, ceux qui ont fait de la politique tout en n'étant pas du sérail politique. Donc ces intellectuels-là, c'est ça qui était aussi important, c'est que c'était des écrivains, des penseurs, des philosophes, voilà. Et oui, la gauche. Grande question, mais qu'est-ce que c'est que la gauche? En tout cas, ce n'est pas seulement des hommes politiques, ce n'est pas seulement des élus. La gauche, c'est une grande famille. Une grande famille, on ne s'entend pas toujours bien, mais c'est une grande famille. Donc, dans cette famille, il y a aussi des gens qui ne sont pas élus, mais qui ont fait avancer le schmilblick, des grandes féministes, comme Gisèle Halimi, par exemple. Alors, ceci dit, elle n'est pas dans la BD. Non, elle n'est pas. On représente les féministes dans les années 70. Et voilà, des grands penseurs, des grands intellectuels. Il y a tout un tas de gens qui... Il n'y a pas, heureusement, il n'y a pas que des élections. Ce n'est pas qu'une histoire institutionnelle. C'est une histoire d'idées. Et justement, à la fin, il y a... on reprend un petit peu les biographies de certains hommes politiques. Et bon, Thomas More avec sa tête, là, voilà. Il y a aussi... Alors, moi, ça m'a fait beaucoup rire, Olympe de Gouges. Tu nous racontes un petit peu, alors pourquoi? Ça, c'est Marco, tu l'as représenté dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, parce qu'il paraît qu'on a inauguré un buste d'Olympe de Gouges à l'Assemblée nationale, il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus exactement l'année. Oui. Et alors, Marco, tu l'as représenté autour de 4 colonnes, voilà, et elle dit, comment 2013, je me sens dans la salle des 4 colonnes? 2013. Ah, 2013, le buste d'Olympe de Gouges. Quand je me sens dans la salle des 4 colonnes, l'architecte de ce lieu est un peu phallocrate, non? Voilà. Et dans le tome sur la droite, on va mettre la première femme ministre, Germaine Poinceau-Chapuis, et elle aussi, en 1947, première femme ministre. Et elle va dire, il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette BD. Ouais. Et elle a raison aussi, hein, elle a raison. Oui, ce qui est marrant avec Olympe de Gouges, effectivement, c'est qu'elle est revenue très forte dans notre mémoire, alors qu'elle a été longtemps oubliée, avec sa déclaration des droits de la femme, hein, et elle a été très, très, très longtemps oubliée, et elle est revenue très fort dans notre mémoire. Encore dans les années 1880-90, il y avait un ouvrage, une thèse de médecine qui lui était consacrée, et c'est une thèse de médecine qui montrait qu'elle c'était une malade. C'était une malade, une dérangée du cerveau, tout simplement parce que voilà, elle voulait que les femmes soient égales en politique aux hommes. Oui, comme Louise Michel aussi en son temps. Oui. Après la Commune qui a été... Les femmes ne doivent pas se préoccuper de politique. C'est réservé aux hommes. C'est ça. Vous voyez, depuis qu'elles votent, les femmes, voyez où on en est aujourd'hui. Là, il y en a une assez marrante aussi. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Alors, ils se demandent si ça va faire un oui, bon parce slogan. qu'on est en décembre 1920 au congrès de Tours. Vous savez, c'est le congrès qui a vu l'explosion de la SFIO avec l'apparition de la SFIC, futur parti communiste. On est au lendemain de la révolution russe. Hein, et il y a eu, à partir de 1919, Lénine qui a dit « Je fonde une 3e internationale, mais une internationale communiste. Pour y adhérer, voici des conditions, et puis vous devez suivre donc les recommandations de Moscou, il y a tout un tas de conditions. Et voilà, il y a une majorité pour adhérer. C'est l'explosion entre les socialistes et les communistes. Et donc, si vous regardez les photos de ce congrès, il y a une énorme... Vous avez mis des tentures rouges à Tours et dans la salle, et puis il y a une énorme, une banderole. C'est écrit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », alors que c'est le congrès de la division. C'est le congrès de la division. Je trouve ça assez drôle. Tu crois que c'est un bon slogan pour l'unité, pour la division du mouvement socialiste, parce que cette division, elle a évidemment fait éclater pour longtemps. Je sais bien qu'elle repose sur des idéologies, des voies contraires. Être unis, pourquoi faire? C'est là aussi la question. S'unir pour gagner les élections, mais pourquoi faire, hein? À moins de faire un programme commun, etc. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en fait, ce qui est marrant quand on lit, parce que c'est quand même l'histoire chronologique de la gauche. Donc avec tous les penseurs qui se sont succédés. Alors à un moment donné,
tu fais intervenir Marx un peu plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'il en a marre des conneries que raconte, excusez-moi du terme, c'était... non, l'autre, là, Babeuf. Non, attends, je sais plus. Non, je pense que c'était Gaudin. Jules Gued aussi. Ah, ça c'est après. Oui, c'est qu'en fait, il bout d'impatience. Il voudrait arriver plus vite, et puis il y a les socialistes utopiques. Alors il y a Cabet, il y a le phalanstère de Fourier, il y a Gaudin avec son familistère de Guise, qui a trouvé la formule pour résoudre la question sociale, qui est à la fois un mélange de phalanstère avec sa cité idéale, avec des bibliothèques, des théâtres, des logements sains, aérés, une retraite pour les travailleurs, etc., etc. Hein, donc tout bien ordonné, tout propre, et puis en même temps une coopérative, c'est-à-dire que c'est une entreprise, c'est pas du paternalisme, c'est pas l'entreprise qui appartient au patron et puis il est gentil le patron, il fait des corons. Non, l'entreprise appartient aussi aux travailleurs. Donc un mélange de coopérative et de phalanstère. Et lui dit ça y est, j'ai trouvé la formule idéale pour résoudre la question sociale. Et Marx arrive, alors que normalement il arrive plus tard, hein, il ne doit pas arriver à ce moment-là. Et il dit, mais non, mais arrêtez avec vos châteaux en Espagne. Et puis en fait, on lui fait tenir des propos qu'il a réellement tenus, hein, des textes. Là, ce que vous faites, vous créez un îlot de socialisme dans le capitalisme. Vous ne participez pas de l'émancipation des travailleurs. L'émancipation, elle sera générale, et elle doit se faire au moyen de la révolution. Il n'y aura pas d'autre moyen. D'abord, il faut construire la classe ouvrière, qu'elle ait conscience d'elle-même en tant que classe, qu'elle s'organise, et ensuite qu'elle prenne le pouvoir. Mais là, vous faites que des îlots qui ne serviront absolument à rien. Ça ne marchera pas. Ce sont des châteaux en Espagne. Ce sont des vraies phrases de Marx. Hein. Je résume un petit peu son idée. Et évidemment, il casse la chronologie. Donc, il y a une voix extérieure qui dit, bon, Marx, le scénariste te demande de partir, c'est pas encore ton heure. Voilà. Alors, on disait qu'il n'y avait pas énormément de femmes, mais là, on en voit une. George Sand. Alors, c'est pas vraiment à son honneur, quoi, en fait, ce qu'elle dit là, ce que vous faites dire. C'est parce que oui. Oui, alors, un ouvrier, quelle horreur. Oui, c'est ça, un ouvrier, quelle horreur. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de socialistes ou de gens de gauche, parce que le socialisme a fini par faire une OPA sur la gauche. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le contraire. Le socialisme, c'est délité, hein, sous ses différentes formes, le communisme comme la social-démocratie. Et on se retrouve dans une situation de nouveau un peu comme au 19e siècle, où ça fourmille. C'est toujours du chaos que sort un nouveau monde. Ça fourmille d'idées, etc. Une recomposition est à l'œuvre. Mais longtemps, le socialisme a opéré a organisé, hein, la gauche. Et un certain nombre de gens de gauche, avaient des discours sur le prolétariat. Sont des discours qui sont formidables, humanistes, émancipateurs, etc. Mais ils ne le connaissent pas, ce prolétariat. Ils ne le connaissent pas. Et puis, ils parlent du peuple. Oui, le peuple, mais quand ils le rencontrent, le peuple, ils sont mauvais, ils parlent mal. Voilà, il y a une différence entre le discours et puis la réalité. Donc, on a voulu montrer ça aussi avec George Sand. C'était la gauche caviar de l'époque, quoi. Alors là, on voit Victor Hugo. Victor Hugo, quand même, il a été visionnaire. Ah oui, bien sûr, visionnaire, c'est pour plein de choses. C'est le grand combattant de l'abolitionnisme, on en a beaucoup parlé hier, le 9 octobre, puisque c'était les 40 ans de l'abolition en France. Triple abolitionniste, puisqu'il lutte aussi pour l'abolition de l'esclavage, à côté de Schulcher, et pour l'abolition de la prostitution, qu'il considère comme un esclavage des femmes au service des hommes. Et puis, il y a aussi cette dimension européenne. Donc, c'est cette prédiction. Un jour viendra où vous, France, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, Russie, mais il continue, mais nous, on a moins de place, donc on essaie de condenser. Sans perdre vos qualités distinctes, vous vous fondrez dans une unité supérieure qu'on appellera les États-Unis d'Europe. Ça n'existe toujours pas, mais enfin, on peut penser qu'on est quand même sur le chemin. Enfin, c'est un chemin qui est pavé d'embûches. Et de bonnes intentions. Mais bon, oui. On parlera aux Anglais, on verra. Alors, et aux Polonais aussi. Aux Polonais aussi, oui. Hongrois. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous avaient des questions à poser, soit à l'illustrateur, au scénariste. Oui, madame. Oui. Venez.
dans cette BD, est-ce qu'on peut savoir les vraies paroles rapportées du reste que vous faites dire aux personnages? D'accord. Voilà. Juste une chose, excusez-moi, avant de prendre votre question. Donc, on vous signale que les auteurs signent, bien sûr, la bande dessinée à la fin de la séance, là, derrière, au fond. Voilà. Jean-Yves? Alors effectivement, on essaie de rester au plus près de la pensée des auteurs, de ce qu'ils ont écrit. Donc parfois, il y a des vraies citations, quand par exemple, on les fait figurer autour du livre qu'ils ont écrit. Je ne sais pas, moi par exemple, le discours sur l'inégalité de Rousseau. Eh bien, Rousseau se met à faire une tirade, et effectivement, c'est tiré et ça revient assez souvent, mais on ne met pas de guillemets parce que vous voyez, comme pour Victor Hugo, j'ai parfois taillé un petit peu parce que pour faire entrer la tirade dans. Ben ça, non, moi, ça non. Écoutez, il va falloir nous faire confiance. Alors, quand on le peut, oui, effectivement, quand on a, la plupart du temps, on a tenté de résumer une pensée. Évidemment, quand on a deux, trois pages d'affrontement entre Proudhon et Marx, on ne peut pas mettre tous les écrits de Proudhon et tous les écrits de Marx, mais on montre. Voilà, sur quoi ça achoppe leur pensée et en quoi ils sont pas d'accord et sur quoi ils sont d'accord. Et donc pour ça, fatalement, on est obligé de résumer leur pensée, la clarifier, non pas seulement la vulgariser, j'aime pas tout à fait ce mot-là, ou la simplifier. Non, on la clarifie, on essaie de la synthétiser. Quand on est professeur, on ne fait que ça. En cours, on fait de la synthèse, et on rabâche. Oui, puis là aussi, par exemple, vous voyez, là, on a mis des guillemets, c'est en fait quand c'est extrait d'une œuvre. Sinon, il y a même, en fait, je me souviens qu'il y avait même une citation qui était apocryphe, tu sais, qu'on attribuait, je ne sais pas si tu te souviens, à Voltaire, je crois. Je me battrai toujours, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort. Qu'il n'a jamais dit, donc en fait, on ne peut pas mettre des guillemets. Non, mais je me battrais, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrais pour, etc. Pour que vous puissiez. Apocryphe, ça n'a jamais existé, donc on ne peut pas mettre des guillemets, en fait, sur une citation. Mais en même temps, ça résume Voltaire, donc on la met, oui, parce que c'est Calas, le combat pour Calas, le chevalier de la barre, c'est important, ça finit par résumer Voltaire à son combat pour la liberté d'expression. Oui, donc en même temps, c'était légitime. Enfin, voilà. Il aurait pu très bien. Voilà, il l'a pas dit, mais s'il avait dit quelque chose, il aurait dit ça. C'est pour ça que je t'avais demandé de mettre une note, parce que je m'étais dit, après, s'il y a des puristes, ils vont nous dire, gna gna gna, vous savez, il l'a pas vraiment dit. Bon. Et c'est ça qui est dur, pour répondre à votre question, c'est que quand un personnage apparaît et qui va apparaître très peu de temps, mais on doit le faire figurer obligatoirement, il faut pouvoir résumer sa pensée en 2-3 phrases, parce que s'il apparaît sur 2-3 dessins, il est là, c'est important qu'il soit là, on ne peut pas l'oublier, mais donc il faut résumer sa pensée en 2-3 phrases. Ouais. Oui. Comment on peut? Oui. Là, il y a des guillemets, oui. Mais on les a pas toujours mis. Vous voyez, quand j'ai coupé dans la phrase, j'ai pas. Ce sont les œuvres d'ailleurs, les œuvres écrites. En fait. Les œuvres écrites, très souvent, oui. On a La Menet, par exemple, le fondateur des curés de gauche. Là, on met ses écrits. Je ne sais pas si on a quand même mis des guillemets, mais c'est tiré de La Menet. Boisbeuf, on le fait tenir là aussi des propos qui viennent de ses textes. Je ne sais pas si on a toujours mis les guillemets. Bien sûr, je fais des coupes dedans. Oui. Je mets que les meilleurs morceaux. C'est ça, c'est que vous voulez dire, je veux l'utiliser devant les élèves et... Mais vous inquiétez pas, pour À tribord toutes, pour l'histoire de la droite, on va suivre de près toutes les campagnes présidentielles et on mettra des guillemets. Je pense à quelques personnes en particulier, mais bon. Vous avez d'autres questions ? Cette histoire, en fait, justement, parce que tout le monde, il y a beaucoup d'essais sur d'essais politiques, etc. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec, comme ça, les bandes dessinées, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment, on avait un souci aussi de vulgarisation. C'est-à-dire,
on avait commencé avec la philo, etc. Et là, la vulgarisation politique, parce que c'est vraiment compliqué, c'est-à-dire c'est très rébarbatif quand on a des essais qui nous disent voilà, la gauche est née comme ça, et puis après, il y a eu machin qui est venu, etc. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait très bien faire passer ça, c'est-à-dire que, comme je vous disais au début, Jean-Yves est un historien, donc il connaît ça par cœur. Marco, donc, et son complice, a très bien rendu ça donc avec l'illustration. Et là, je l'ai enseigné, voilà, en prépa. Plus, les grandes idées politiques, la gauche, la droite, etc. Voilà. Et je me disais comment faire passer les choses. Je disais des petites anecdotes, parce que les élèves retiennent mieux les anecdotes. Et je me disais, mais voilà, comment faire passer les choses? Et je pense que par la bande dessinée, les choses passent très bien. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Oui. Plus jeune prof, j'aurais bien aimé aussi. Et parce que c'est vraiment complet. On voit tous les penseurs qui se sont succédés justement depuis Jésus. Oui. Alors, oui. Le modem en BD, non? Oui. Oh, les professeurs, il faut travailler aussi un peu. Hein. On va pas vous mâcher tout le boulot quand même. Non. Oui. 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 C'est les utilitaires. D'accord. Oui. Oui. Alors, pour répondre en deux temps, le premier temps, tous les ouvrages sont toujours de leur temps. Il n'y a pas besoin d'avertissement pour dire c'est un angle, c'est un point de vue, parce que c'est toujours un point de vue, pour n'importe quel ouvrage. Vous ne pouvez pas dire, tiens, bah, ça c'est un ouvrage de Jacques Lang sur l'histoire du PS, donc c'est la vérité. Non, ça sera le point de vue de Jacques Lang. Donc là, c'est le point de vue, pas d'un historien, mais cet historien, il s'avère que c'est moi, donc j'essaye d'être objectif, sachant que l'objectivité n'existe pas. Donc ça, c'est voilà, la contrainte. Ensuite, j'espère que ça va donner aux gens qui auront lu ce livre envie d'aller plus loin sur tel ou tel aspect, de lire tiens, cet auteur, ou d'approfondir. Voilà, ça, tous les livres sont comme ça. Ils cherchent à vous donner envie d'aller plus loin. Et si, cette BD mais justement, remplit son rôle, ça sera ça. Alors, ce qu'on a fait à la fin, parce que c'est vrai qu'on passe effectivement, il y a quand même pas mal de siècles qui se sont passés depuis l'histoire de la gauche, depuis le début. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait une loupe en fait sur. Voilà, on revient sur certains personnages principaux, mais c'est par le biais de l'anecdote aussi. Voilà, donc parce qu'on n'a pas pu effectivement leur donner toute l'ampleur qu'on voulait dans la BD. Vous voyez, Charles Fourier, sur la notice Wikipédia, vous en saurez plus que sur 10 lignes. Par contre, moi, sur ces 10 lignes, je vais raconter une anecdote. Je ne sais pas, par exemple, ils voulaient mettre en commun la terre, mettre en commun les activités, puis je suis un célibataire, et ici on mettait en commun les femmes aussi. Voilà, ça c'est assez rigolo. Hein. Oui, on espère. Bien sûr. C'est le but, hein, c'est le but. C'est le but. Tout à fait. C'est le but. Bien sûr. Parce qu'effectivement... oh là là, c'est qui celui-là? Ah, c'est Emmanuel Macron, lui? Ah bon, alors on a Emmanuel Macron hein, aussi. Hein. Alors, ah oui, on le reconnaît, oui, effectivement. Bon, c'était...
L'explosion en raflant les électeurs. Ah bah oui. Voilà, on a Emmanuel Macron qui dit qu'il a publié un programme, vous rappelez-vous, en 2017, il a publié son programme, un livre qui s'appelait Révolution. Révolution. Alors, d'une certaine façon, oui, la révolution libérale en quelque sorte. J'ai publié un programme qui s'appelle Révolution, c'est vous dire si je suis un plaisantin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est dans la BD sur la gauche. C'est parce qu'il a fait exploser aussi le PS. Et donc il fallait le faire figurer pour montrer ensuite les décombres de la gauche qui s'affrontent. Ensuite, le grand combat historique. Oui, puis avec c'est sûr, on dit être de gauche c'est quoi, être de droite c'est quoi. Donc voilà, il y a aussi. À tribord toute, la couverture que j'ai ici, là, voilà, qui sera bleue, hein, forcément. Voilà, alors... Mais ils sont toujours sur le radeau de la Méduse ? Oui, c'est toujours le radeau de la Méduse. Bah, vous voyez, alors la politique ne va pas très bien. Hein. Ils sont que ce soit la gauche ou la droite, ils sont tous les deux... Même s'ils sont 75%, ils ne s'entendent pas non plus. Hein. Quoique là, ils sont quand même... Je crois que c'est encore plus... Il y a des noyés, hein, là. Hein. On voit le PCF, là. Bon, il n'est pas en très bonne forme. Hein. C'est Olympe de Gouges, elle. Hein. Non. Ah non, c'est qui ? Olympe de Gouges est devant, elle lève le poing. Au départ, on s'était dit, tiens, il manque quand même de femmes. Au départ, elle n'était pas là. Et il y avait une femme, mais c'était une allégorie. Là, il y a la République. Et quand même, la seule femme, c'est une allégorie. Donc non, on s'est dit, on va mettre Olympe de Gouges. Mais au départ, j'ai eu une très mauvaise idée. Je me suis dit, tiens, les tricoteuses, hein, voilà, elles faisaient du tricot. J'ai dit, oh là là. Et puis, là, je me suis fait taper sur les doigts. Il y a une seule femme et elle fait du tricot. Alors même si c'est vrai que sous la Révolution, ça avait une autre connotation. Enfin, celle qui faisait du tricot, vous savez, qui assistait aux exécutions, etc. Voilà. Ce qui fait qu'on m'a fait un dessin. Marco m'a dessiné... j'avais des coups de tricot, enfin des aiguilles à tricoter dans le dos. Oui, les deux se sont disputés. Ça a été abandonné. Il a dit, non, ça ne va pas aller. Il faut la représenter en train de faire la vaisselle, non ? C'est ça ? C'est ce que tu as dit, hein ? Voilà. Bon, écoutez... oui. Merci. Merci à vous d'être venus. Et puis voilà, donc rendez-vous le 2 mars, un peu avant la présidentielle, pour l'histoire de la droite.